Une fille en noir. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles. Un jour de descente glacée, c'est une autre que j'ai plaquée dans le gelant de tes oreilles. Dans le gelant de tes oreilles. Qui était la fille en mes bras? Mes descendants. Pourquoi ce qui reste de tout ça, c'est moi avec mes deux oreilles. On a fait un voyage fabuleux, vraiment fabuleux. En premier, on a visité l'Italie. Le temps était superbe. On a pu voir plein de choses parce qu'on avait des guides géniaux qui se sont surpassés. Ils nous ont emmenés voir des églises, on a vu des églises à Rome. Des églises à Florence, des églises à Venise. Je me demande bien où il n'y avait pas d'église. Une église, et encore une église, et encore une église. Une église avec un clocher, une église avec une tour. Une autre avec 2 tours, il y a de quoi devenir dingue, mais c'était fabuleux. Bon, ça va, on a compris le principe. Non, c'était parfait. Et partout, on a eu les guides les meilleurs. Vraiment, ils nous ont tout expliqué, en long, en large et en travers. Chaque détail, chaque petite pierre, chaque grain de poussière. Il y a de quoi devenir dingue. Et pour aller d'un endroit à un autre, on a eu les cars les plus modernes. Avec la climatisation, le chauffage, des sièges super confortables. Et on a roulé, on a roulé. On en a vu des choses, des paysages, encore des paysages. Et encore des paysages. Là, une maison toute ronde, une maison avec un clocher, là un champ, là une forêt. Là, un village, et encore un village, assez. Mais on a eu le temps de faire plein de choses. Et c'était pareil en Suisse. Une maison, et encore une rivière, et encore une montagne, et encore une vallée. On a vraiment eu le temps de voir plein de choses. Et à Londres, alors là, génial à Londres. Ils nous ont amenés dans un cabaret. Non, c'était en France. Mais en Suisse aussi, on a été dans un cabaret. Non, en Suisse, c'était les églises, comme en Italie. Et le temps, superbe, comme en Italie, c'était à Londres. On a fait des achats, des t-shirts, des manteaux, des bottes. C'était super. Et les hôtels avec petit déjeuner complet. Mais ils ne donnent rien à leur petit déjeuner là-bas. Pas d'œufs, pas de salade, une tartine grille avec de la confiture et encore une tartine grille avec de la confiture. Un coup la mûre, un coup la prune. Combien de confitures on peut ingurgiter? Apportez-nous quelque chose d'autre, il y a de quoi devenir dingue. Mais c'était fabuleux. À en perdre la boule, un vrai cauchemar. Ils nous ont gavés avec tout ce qu'ils ont pu. Sur ce plan-là, c'était au-delà de toute espérance. Mais ça, c'est parce qu'on a été chercher les agences de voyage les plus chères. On a été séduits par tout ce qu'ils proposaient et vraiment, ils nous ont tout donné. Ça, on en a eu pour notre argent. On a couru comme des fous. On est monté, on est descendu, on est descendu, on est monté. Et on n'a pas arrêté de regarder. Combien de temps quelqu'un peut regarder? Et ce cabaret à Londres? Non, c'était encore en France, le cabaret. Après, ils nous ont amenés dans un musée, et après dans un autre musée. Et encore dans un autre, bravo, ils ne nous ont rien épargné. Ils nous ont fait courir comme un troupeau de moutons. Il y a de quoi devenir dingue. Et on a été dans ce cabaret en France. Peut-être que c'était encore en Suisse. Non, en Suisse, c'était les paysages. Ça, on en a vu des paysages, et des musées, et des églises. Ça me sort par tous les trous, les églises. Et en Suisse, il y avait un lac. Dedans un musée, et dedans une église, ou le contraire. Dans l'église, il y avait un lac, et au milieu, un musée. Dans le musée, une maison avec une vue superbe, dedans un cabaret, dedans une vache. Je ne me souviens plus. Je me souviens seulement que ça flottait, et qu'il y avait un lac avec des bateaux. Et aussi un lac sans bateaux. Et le musée d'art africain, c'était à Londres? Franchement, j'ai besoin d'aller à Londres pour voir des Africains? Le cabaret, c'était en France. J'ai rien compris. En Angleterre non plus, j'ai rien compris d'ailleurs. J'ai rien compris de ce que les guides nous racontaient. Mais ils n'ont pas arrêté de parler et de tout expliquer en long, en large et en travers. Ils ont baragouiné, quel cauchemar, mon Dieu! J'ai cru que j'allais tomber malade. Pas un instant de répit. Vraiment fabuleux comme ils bossaient. Et les efforts qu'ils ont faits. Quoi qu'il en soit, le lac était en Suisse. Dans le lac, il y avait une église avec un clocher.
Mais je suis sûre que le cabaret était à l'extérieur du lac. Le cabaret était à Londres. Et dans l'église, il y avait un musée d'art africain. À Londres, il n'y avait pas de lac. Il y avait du pain grillé à la confiture. À moins que la confiture c'était en France. Et le car, c'était à Londres aussi. Un car qui nous a accompagnés partout. Fabuleux le car qui nous a emmenés du cabaret au musée d'art africain. Assez, il y a de quoi devenir dingue. Où est-ce que vous voulez encore nous traîner? On n'en peut plus. Monter et descendre, monter et descendre. Profitez, et encore profitez. En Suisse, on a roulé au-dessus de la terre et en dessous de la terre. À Londres aussi, au-dessus et en dessous. En France aussi, au-dessus et en dessous. J'avais jamais fait un voyage comme ça de ma vie. Et plus jamais j'en ferai un. Jamais. Je crois. J'ai pris une fille dans mes bras. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles. Un jour de décembre glacé. C'est une autre que j'ai plaquée. En me gelant les deux oreilles. En me gelant les deux oreilles. C'est quoi ça? Un jour de mai, je crois, j'ai pris une fille dans mes bras. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles. J'en ai rougi jusqu'aux oreilles. Un jour de décembre glacé. Oh. C'est une autre que j'ai plaquée en me gelant les deux oreilles. En me gelant les deux oreilles. Où sont passés mes décembre? Où sont passés mes décembre? Pourquoi ce qui reste de tout ça? C'est moi avec mes deux oreilles. 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 Bonjour. Je m'appelle Copts. C'est la première fois que je viens à Londres. J'ai réservé une chambre. Tout à fait, monsieur Copts. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires des repas, s'il vous plaît? Le petit déjeuner est servi de 7 à 9, le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19 à 22h. Parfait. Et on peut avoir quelque chose pour le goûter? Sur commande, monsieur. Parfait. À 10h aussi? Pareil, sur commande. Même du chocolat chaud? Oui, monsieur. Parfait. Et on se couche à quelle heure chez vous? À l'heure que vous voulez, monsieur. Vous êtes dans un hôtel. Même à minuit? Oui, monsieur. Même à 1h du matin? Bien sûr. Et on se lève à quelle heure? Pareil, à l'heure que vous voulez. Personne ne vous réveille? Personne sauf si vous le demandez. Alors, je peux me lever à midi si je veux? Oui, monsieur. Mais si je vais me coucher à 9h du soir, je me demande pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi. C'est vous qui voyez, monsieur. Et puis ça me ferait louper le petit déjeuner. Vous pourrez toujours le commander à midi, si vous voulez. Quoi? Je ne suis pas obligé d'assister au petit déjeuner. Certainement pas, monsieur. Et ça marche comment ici pour le brossage?
À qui est-ce que je montre que je me suis bien brossé les dents? À personne, monsieur. Ah bon? Alors vous faites comment pour contrôler? On ne contrôle pas, monsieur. Super. Je vois que chez vous, on respecte la liberté individuelle. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle si je me suis bien essuyé? Non, monsieur. Oh, super! On s'éclate vraiment à Londres. Et j'aurai une clé pour moi, où on m'enferme pendant la nuit. Vous aurez votre clé, monsieur. Avec un porte-clés. Avec un porte-clé, monsieur. Et qui me protégera? Contre quoi? On ne sait jamais, je peux me réveiller tout à coup. Ça, c'est votre problème, monsieur. Et si je pleure? Pourquoi pleureriez-vous? On ne sait jamais, je peux avoir peur du noir, de Londres. Vous pourrez toujours téléphoner à la réception, monsieur. Personne ne me grondera? Personne, monsieur. S'il vous plaît, je voudrais vous demander encore une chose. Je peux utiliser l'ascenseur pour monter dans ma chambre? Bien sûr, monsieur. Génial! Alors maintenant je monte et je fais directement mon bain. Ça vous va? À moi? Mais c'est vous qui voyez, monsieur. Vous ne m'obligez pas à prendre un bain tout de suite. Certainement pas, monsieur. Je vois. Et qu'est-ce que vous me donnez si je le prends tout de suite maintenant, mon bain? Rien. Et si je vous promets qu'en 10 minutes je fais le bain, le pyjama, les dents, le pipi et au lit? C'est comme vous voulez, monsieur. Alors quoi? Tout le monde s'en fout si je prends un bain, si je me brosse les dents, si je pleure, si je mange, si je me couche tard. C'est un drôle d'endroit ici. Bon, dernière question. Qui vient me couvrir? Personne, monsieur. Vous couvrez tout seul. Ah bon? Eh bien, bonne nuit. Un bisou. Non mais, ça va pas la tête. Autant vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres. Je suis restée sur le quai et mon mari est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qui s'éloignait petit à petit. Sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons, mais à ce moment-là, j'ai entendu juste à côté de moi le sifflement de la locomotive. Et j'ai compris que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le monsieur qui avait rétréci. Celui qui venait de disparaître dans le cendrier mural. En écrasant sa cigarette, elle l'avait vu dedans tout recroquevillé. À ce moment-là, j'ai compris combien mon mari m'aimait. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train s'éloignait. Et ce, uniquement afin de m'éviter d'attendre son départ dans le froid mordant du quai.
respecté sa volonté, je suis partie. Moi, réchauffée par la tendresse de son amour. Allô? Oui? Est-ce que par hasard je parle avec Béba? Oui, c'est bien Béba. Bonjour Béba, Max à l'appareil. Qui? Max! Je ne connais pas de Max. Ah, si, tu en connais un, mais tu l'as peut-être oublié. Nous avons même envisagé de nous marier, toi et moi. Ah, Max? C'est vraiment Max? Oui, c'est Max. Et qu'est-ce qui te prend tout à coup de me téléphoner comme ça? Au bout de 30 ans? Plus même. J'étais de passage en ville, je me suis demandé si tu m'attendais toujours. Franchement, ça fait 30 ans. Évidemment, je m'en doutais. Et qu'est-ce que tu espérais? Que le temps s'était arrêté? Ah, j'espérais, on espère. Hein. Je me suis mariée il y a longtemps, Max. Ah, félicitations. Mais j'ai perdu mon mari. Ah, c'est-à-dire que tu es à nouveau... Non, je me suis remariée. Et tu es redevenue veuve? Non. Je me demandais si tu te souvenais d'un petit porte-monnaie en plastique que j'ai oublié chez toi. Franchement, au bout de 30 ans, Comme j'étais de passage, je me suis dit que je viendrais bien le récupérer. je ne me souviens d'aucun porte-monnaie, mais... Même si je m'en souvenais, il a disparu plus belle lurette. Ah, dommage, parce que j'en ai besoin. Bon, donc tu dis que tu es marié et que tu n'as pas mon petit porte-monnaie. Tu sais, un porte-monnaie pour la ferraille. Oui, c'est à peu près la situation. Vu que j'étais de passage en ville, je pensais... Bon, dans ce cas, au revoir Béba, et porte-toi bien. Toi aussi? Un hot dog, s'il vous plaît. Si possible, avec une saucisse bien chaude. Et un petit pain moelleux. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit très grande, la saucisse. Et j'aurais été ravi que le pain le soit aussi. Et j'aurais aimé vous demander que ça ne me coûte pas trop cher. Pas cher du tout. À dire vrai, ça m'aurait fait très plaisir que vous me fassiez cadeau de la saucisse. Si on revenait un instant en arrière, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit énorme, interminable, la saucisse, et que vous m'en fassiez cadeau. Et aussi que vous m'obligiez à la manger comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère. Seulement en ce qui concerne la saucisse, pour le reste, que vous soyez une femme totalement inconnue et extrêmement gentille. J'aimerais que vous ayez une 40aine d'années en moins. Et soyez très belle. Et nue. Seulement le bas. Et qu'après m'avoir fait cadeau de la saucisse, vous couchiez avec moi sur un canapé moelleux qui serait là, juste derrière le comptoir. Bref, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère pour la saucisse, une putain amateur pour la baise, et après la baise, que vous deveniez Caroline de Monaco pour vivre un amour torride, m'emmener en voyage à Monaco et m'épouser. Reste un problème. Que faire de l'énorme saucisse? Si elle est énorme, la saucisse, elle finira par remplir tout l'univers et il n'y aura plus de place pour Monaco. Ce que je voudrais, c'est qu'il vous pousse une barbe, que vous vous transformiez en Messie, que vous résolviez le problème de la saucisse et que vous redeveniez Caroline de Monaco. Comme vous voyez, je place en vous de grands, d'immenses espoirs. Tant que vous ne me tendez pas le hot dog, tout est permis. Tout est encore possible. Merci. Dommage. Entrez. Bonsoir. Madame Potrouche? Elle-même. Entrez, je vous en prie. Mais
Je suis désolée de vous déranger à une heure aussi tardive. Aucun problème. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, Madame Potrouche. Je suis juste venue clarifier un petit détail concernant mon fils, Eliahu Marcus. Vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliahu Marcus? Enchantée. Eliahu est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que... Depuis un certain temps, il revient à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliahu? Mais c'est un enfant tellement... Mais c'est bien pour ça. Moi aussi, au début, quand il a commencé à me débiter ses élucubrations, j'étais très étonnée. Je n'ose même pas vous les répéter. Ça va sans doute vous faire rire. Tenez, par exemple, il y a 2 jours, il est revenu de l'école et il m'a soutenu dur comme fer qu'en cours de géographie, vous leur aviez appris, vous, Madame Potrouche, que la Terre était plate. C'est drôle, non? C'est-à-dire que c'est drôle qu'un enfant soit capable d'affabuler à ce point. Enfin, quoi qu'il en soit, ce ne peut être vous qui leur avez dit une chose pareille. Si, c'est moi. Pardon? Ah. C'est de l'humour. Comment ça, de l'humour? Comment ça, de l'humour? Comment ça, de l'humour? C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était plate? Oui. Ah. Excusez-moi, mais nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous. Qui ça? Tous. Moi, par exemple, je ne le sais pas. Ah. Parfaitement. Et permettez-moi de vous poser une question simple. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pieds en haut, ne tombent pas dans le ciel? Enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Des concepts relatifs? Qu'est-ce que c'est, des concepts relatifs? Madame Marcus, pourquoi lancer des mots compliqués sans réfléchir? Moi, je pose une question simple. Comment les gens peuvent-ils marcher la tête en bas et les pieds en l'air sans tomber? Et vous me répondez par des concepts relatifs. Mais enfin, vous croyez que j'ai un petit poids à la place de la cervelle? C'est la force de gravitation universelle. Vous êtes en train de vous égarer dans vos concepts relatifs, Madame Marcus. Très bien. Mais alors, si je puis me permettre, Madame Potrouche, comment expliquez-vous, vous, que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel? C'est très simple. La Terre est plate. Si je comprends bien, mon fils n'a rien inventé du tout. Eliahu? Certainement pas. Eliahu est un élève sérieux et intelligent. Que faire? Moi, je n'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule. Désolée. Et entre nous, Madame Marcus, quand vous dites les gens qui vivent en Australie, avez-vous déjà vu l'Australie? Non. Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? De l'existence de l'Australie? Oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sûr que ça existe, l'Australie? Car en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie? Qui édite les cartes géographiques d'Australie? Qui nous informe sur ce qui se passe en Australie? Bref, qui essaie de nous convaincre qu'un endroit tel que l'Australie existe? L'ambassade d'Australie. Et comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, ceux-là, puisqu'ils sont australiens? Tout de même, si je puis me permettre, Madame Potrouche. En ce qui concerne la Terre, j'avoue qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites. Mais pour l'Australie, franchement... Je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus, mais je n'affirme pas non plus qu'elle existe. Je n'ai moi-même pas
assez pensé au sujet pour prendre position. C'est juste que gober tout ce qu'on me raconte, ça, je refuse. Madame Potrouche, il ne s'agit pas uniquement de cartes géographiques et de livres, mais des gens y sont allés. Où? En Australie. Et comment savent-ils qu'ils y sont allés? Qu'est-ce que ça veut dire, comment savent-ils? Ils ont pris un avion pour l'Australie et ont débarqué en Australie. Et comment savaient-ils qu'ils étaient bien arrivés en Australie? C'est ce qu'on leur a dit. Exactement. On leur a dit. Qui ça? Les Australiens. Exactement. Vous attendiez-vous à ce que les Australiens leur disent autre chose? Mais est-ce parce qu'ils le disent que nous, on doit le croire? Quelqu'un débarque tout à coup et affirme qu'il est docteur. Cela suffit-il à faire de lui un grand chirurgien? Peut-être est-il tout simplement porteur. D'ailleurs, ce nom d'Australie, Australia en anglais, moi ça me fait plutôt penser à Austria. Et Austria, c'est quoi? L'Autriche. Bref, je me demande si l'Australie ne serait pas tout simplement une déformation de l'Autriche que personne n'allait savoir pourquoi ne prend la peine de corriger. Bien que entre nous, l'Autriche aussi ne me paraisse pas totalement fiable. Pour vous dire la vérité, Madame Potrouche, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que moi aussi, je me la suis souvent posée sans oser en parler. Pourquoi devrais-je être la première à crier plate alors que le monde entier crie ronde? J'ai été la seule à crier sur Marco l'épicier parce qu'ils vendent toujours des yaourts périmés. Eh bien, personne n'est intervenu et ils sont tous restés là sans broncher, alors moi ça m'a suffi. En ce qui concerne la Terre, j'avais décidé de ne rien dire. Mais maintenant que je vois que vous pensez la même chose, eh bien, j'admets volontiers que je n'ai jamais été totalement convaincue par le globe. Je suis donc ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui, comme moi, refuse tout. Prenez la physique, par exemple. C'est vraiment n'importe quoi. Et si l'on ne peut rien y comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Mon cerveau, lui, ne cesse de me répéter qu'il ne s'agit qu'une vaste fumisterie. Bien que je n'ai personnellement jamais étudié la physique. N'empêche qu'un jour, j'ai rencontré un physicien. Et il avait une barbichette et des yeux de filou. Or, moi, quand je regarde une personne droit dans les yeux, je sais tout de suite si elle est crédible ou non. En ce qui concerne ce physicien, je ne lui aurais jamais donné un chèque en blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que pour des questions comme la forme de notre planète, des questions qui ne nous touchent pas directement, ou plutôt qui ne touchent pas directement notre porte-monnaie, nous faisons preuve de laxisme et laissons le champ libre aux imposteurs. Alors eux, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie et clament haut et fort que la Terre est ronde. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. C'est que, voilà, en ce qui concerne l'Australie, j'ai du mal à vous suivre. Il s'agit tout de même de l'Australie. Mais je viens de vous expliquer. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, seulement vous comprenez. En terminer d'un coup avec un pays aussi vaste. Certes, c'est loin l'Australie. Et ça a quelque chose d'un peu mythique. Un mythe. Exactement. Un mythe. Tout n'est que mythe. Il est vrai que les preuves, comme vous l'avez si justement souligné, manquent sérieusement d'objectivité. Mais si l'Australie n'existe pas... Elle n'existe pas. D'accord. Je suis prête à admettre que l'Australie n'existe pas. Cependant, vous avez aussi émis des doutes concernant l'Autriche. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. D'abord parce que l'Autriche est beaucoup plus proche de nous, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui vit en Autriche. À ce qu'il dit. Certes, mais ce n'est pas du tout le genre à mentir, c'est mon cousin. Qui parle de mensonge? Il s'agit d'une confusion. Peut-être vous a-t-il dit autre chose et vous avez cru entendre le mot Autriche. Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait vu des gros riches et vous avez compris Autriche. Il vit en Autriche. Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait mangé de l'autruche. De quoi? De l'autruche. De la volaille. Enfin, vous savez bien, de l'autruche. Avec des plumes.
Il vit en Autriche, j'ai un cousin qui vit en Autriche. Je peux vous montrer les lettres qu'il m'a envoyées de là-bas. Inutile. Moi, ce qu'on me montre ne me prouve rien du tout. Écoutez, en ce qui concerne la Terre et l'Australie, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, puisque nous en sommes à ce genre de sujet, je peux vous révéler qu'il m'est aussi arrivé plus d'une fois de remettre en doute l'existence de divers points reculés du monde, comme l'Alaska, le Zimbabwe, et même, je vous l'avoue, la Turquie. Parce que ça se passe comment en fait? Les gens se mettent à vous raconter tout un tas d'histoires, les journaux écrivent des articles, bref, on en fait tout un plat, et finalement, eh bien, l'individu normal se laisse emporter, il perd son sens critique, et ne prend même plus le temps de s'arrêter une seconde pour se demander que signifie la Turquie. Oui, simplement, que signifie la Turquie? S'il le prenait ce temps et s'il se posait ne serait-ce que quelques questions, il ne croirait plus aussi facilement tout ce qu'on veut lui faire avaler. Moi, la géographie m'a toujours laissé sceptique. Ce qu'on vous montre, c'est des montagnes, des collines, des fleuves et une mer par-ci par-là. C'est de la science, ça. C'est du tourisme. En plus, j'ai connu quelques géographes. J'avais même une amie qui a étudié la géographie. Et elle a épousé un ingénieur en mécanique qui lui a pourri la vie. Maintenant, elle se retrouve divorcée avec 2 gosses. Depuis, moi, je garde mes distances avec la géographie. Alors quand vous me dites que l'Australie... L'Autriche aussi. Des mots. Rien que des mots. Mais là, avec l'Autriche, moi, j'ai le problème de mon cousin. Il vous a raconté qu'il avait mangé de l'autruche. C'est tout. De l'autruche. Mais les timbres sur ces lettres viennent de là-bas. Ça peut très bien être des timbres italiens qui représentent des autruches. Évidemment, je ne peux pas vous affirmer à 100% qu'il n'a jamais mangé d'autruche et ne m'a jamais parlé d'autruche, mais tout de même, l'Autriche. De l'autruche. De l'autruche. Pour être tout à fait sincère, c'est vrai que pour ma part, je me suis plus d'une fois fait la réflexion que toute cette partition du royaume austro-hongrois avait quelque chose de... comment dire, de fabriqué. Oui, j'avoue, il y a quelque chose là-dedans qui ne me convainc pas à 100%, parce que tout le monde sait que la Hongrie, c'est la Hongrie, tandis que l'Autriche... Qu'est-ce que c'est que l'Autriche? La Hongrie. Exactement. Le seul problème, c'est mon cousin. Il parlait d'autruche. Apparemment. Bien que moi, je n'ai jamais mangé d'autruche. D'ailleurs, est-ce que ça existe, les autruches? Non, ça n'existe pas. Alors de quoi me parlait mon cousin? Je ne sais pas. Peut-être de potrouche. Et chez vous, c'est devenu autruche. Potrouche? Quelle drôle d'idée, c'est quoi potrouche? Potrouche, c'est moi. Ah. Ah, potrouche. Oui, potrouche. Vous pouvez constater par vous-même à quel point tout est simple. Tout converge. Il suffit d'avoir le courage de penser logiquement et de poser les bonnes questions. C'est comme ça avec la science moderne. On a beau faire des tours et des détours, on en revient toujours à moi. Et c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves. Tout est potrouche. Et lorsqu'ils grandissent et quittent l'école, ils savent. Je vous remercie infiniment, Madame Potrouche. J'ai été ravie de faire votre connaissance et excusez-moi de vous avoir dérangé. De rien, Madame Marcus. Eliahu est un excellent élève. Dites-lui de ma part que tout est potrouche. Je n'y manquerai pas. Je vous souhaite une bonne nuit. Entrez!
soit profonde, l'arbre n'en a rien à faire, et que l'arbre soit vert, qu'est-ce qu'elle s'en fout la mer. L'arbre est vert, l'arbre est haut, qui s'envolera loin. L'oiseau. Que l'oiseau s'envole loin, l'arbre n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il s'en fout l'oiseau, que l'arbre soit haut et vert. Elle est profonde la mer, l'oiseau s'envolera loin. Que l'oiseau s'envole loin, la mer n'en a que faire. Qu'est-ce qu'il s'en fout l'oiseau, qu'elle soit profonde la mer. L'homme chante car l'arbre est vert, car profonde est la mer. Mais si l'oiseau s'envole, l'homme ne chantera plus. Et qu'est-ce qu'il s'en fout, l'oiseau, que l'homme chante ou se taise? Je suis en ce moment dans un état de tension que je ne m'explique pas. Il m'arrive de plus en plus souvent et sans aucune raison valable d'avoir peur de me retrouver soudain à Calcutta, main dans la main avec une vieille femme sans dents, dont en plus je découvre, allez savoir pourquoi et comment qu'elle est ma femme. L'horreur. Et le pire, c'est que tout à coup elle m'enlace et veut que je l'embrasse. Comment ai-je atterri à Calcutta? C'est terrible. J'en tremble. J'ai des suées. La voilà, la vieille indienne. Elle s'appelle Kashtrabanta. Et elle vous fait dire qu'elle en a ras-le-bol de nourrir les angoisses de tout un tas d'individus sur Terre. Elle demande ce qu'elle a fait pour mériter ça. Elle aussi est un être humain. Elle aussi a été jeune. Pourquoi la prend-on systématiquement pour une sorcière? Elle dit qu'elle aussi, elle a des angoisses. Des angoisses? Elle? Mais c'est elle l'angoisse! Ça ne lui plaît pas du tout à la vieille qu'on la prenne pour quelqu'un qui n'a pas ses propres angoisses. D'autant que les siennes ne sont pas liées à des conneries comme les vôtres. Non, elle au moins, elle a peur de choses bien réelles, comme les maladies,
La solitude. Elle ne peut pas dormir correctement à cause du souvenir de son défunt mari et aussi d'un de ses fils qui a été tué. Elle ne peut pas manger correctement parce qu'elle a perdu toutes ses dents et qu'elle n'a pas assez d'argent pour se payer un dentier. Et elle a très peur de mourir. Vu qu'elle en est très proche de la mort, elle en a très peur. Elle aussi, elle était une petite fille, effrayée par les sorcières. Alors maintenant, elle exige que son papa et sa maman viennent la prendre dans leurs bras et la sauvent. Quoi qu'il en soit, vous l'avez profondément blessée. Et c'est profondément blessée qu'elle s'en retourne à Calcutta, à sa vie de misère et de souffrance, de faim et de solitude, jusqu'à son dernier souffle. Et moi, non seulement je reste dans cet état de tension extrême que je ne m'explique toujours pas, mais en plus me voilà écrasé par le poids d'une terrible culpabilité. Oui, je me sens coupable envers toutes les vieilles de Calcutta et du monde entier. Toutes celles que je n'ai pas embrassées et pas enlacées, avec qui je ne me suis pas promené main dans la main. Oui, je viens de comprendre que notre rôle en ce bas monde, le seul et unique but de notre existence, était d'épouser les vieilles édentées de Calcutta. Et de me promener avec elles main dans la main. Tout le reste n'en est que la minutieuse préparation. Tu te souviens du docteur Kurtz? Celui qui à l'époque s'est montré très élogieux sur tes travaux de psychologie comportementale. Bien sûr. Il lui est arrivé quelque chose? Il est mort? Pas du tout. C'est juste que je viens de le croiser dans la rue. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il était au regret de m'informer que tout ce qu'il a écrit à ton sujet s'est révélé par la suite complètement erroné. Il est désolé, mais tes travaux sont de la plus totale nullité. Il a ajouté que cela faisait un certain temps déjà qu'il me cherchait pour m'en informer. Sérieusement? C'est ce qu'il a dit? Que mes travaux étaient de la plus totale nullité? Oui, il admet que tes conclusions l'avaient fortement impressionné, mais elles étaient tellement superficielles qu'elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, son erreur d'appréciation lui a sauté aux yeux. Il n'était pas le seul à louer mes travaux. À l'époque, on n'a pas arrêté de me féliciter. Eh bien, figure-toi que la chef de ton département, une certaine Madame Mutzalar, docteur Mutzalar, a téléphoné pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me prévenir de la terrible erreur qu'elle avait faite. À mon sujet? Oui, elle qui ne s'est jamais trompée sur rien, avoue avoir été totalement aveuglée par tes travaux. À l'époque, elle a cru que tu valais quelque chose, mais aujourd'hui, elle se rend compte à quel point elle s'est trompée. Comment est-ce possible? Elle n'avait pas d'yeux, pas de cerveau? Si, elle allait très mal, tu comprends. Elle était fatiguée, en pleine dépression. Du coup, elle avait cru discerner en toi une étincelle de génie, ou je ne sais quoi, voilà. Le temps a passé, elle s'est reposée, a retrouvé toute son énergie, est sortie de la dépression. En repensant à toi en présence de toutes ses facultés, force lui était de constater son erreur. Elle a compris que tu n'étais pas du tout ce qu'elle avait cru. Ce qui compte,
C'est ce qu'a écrit le professeur Pshitsada de l'université de Munich. Figure-toi que ce monsieur est justement de passage en Israël et que par hasard il était dans le bureau de cette madame Moutzalar quand elle a appelé. Et Eh ben il lui a arraché le combiné des mains tant il tenait à s'excuser d'avoir fait la même erreur que sa collègue. ils se sont tous trompés sur tout. Oui, il a parlé d'une erreur totale, fondamentale et définitive. Mais enfin, j'ai reçu tellement d'éloges de tellement de confrères, ici et à l'étranger. Et effectivement, nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques jours 2 lettres très instructives. Une de la Société internationale de recherche en psychologie, qui nous annonce que tous les experts du monde, excepté 3, viennent de se rendre compte qu'ils t'ont totalement surestimé. L'autre lettre de l'agence de presse internationale nous écrit pour nous informer que les 3 experts mentionnés dans la première lettre sont des Japonais et qu'en fait, ils t'ont confondu avec un autre chercheur. On doit tuer Rosenzweig et eux pensaient Liechtenstein. C'est donc alors qu'ils ont vanté tes mérites. Rien que des erreurs, des malentendus, des surévaluations et des aveuglements, c'est ça? Que faire? On m'a même appelé de la télévision pour m'informer que le monde scientifique préparait un grand colloque international qui devrait aboutir à une déclaration commune et sans ambiguïté afin d'en finir une fois pour toutes avec cette affligeante série d'erreurs. Mais c'est une catastrophe. Et qui me dit que dans quelques années, ces mêmes scientifiques ne se rendront pas compte que c'est maintenant qu'ils se trompent? Impossible, tes travaux ne valent rien. Comment voudrais-tu qu'il change d'avis puisque c'est la vérité? On ne peut pas dire que tu sois très encourageante. J'aimerais bien, crois-moi. D'ailleurs, la rumeur s'est même propagée en dehors du monde scientifique. Rien qu'hier, j'ai rencontré les Zimmermann. Tu te souviens, c'est le couple avec qui on est parti en Crète. Et quel rapport? Tu te souviens qu'à l'époque, ils avaient dit avoir pris beaucoup de plaisir en ta compagnie. Ça fait 10 ans. Eh bien, ce matin dans la rue, Madame Zimmermann m'a reparlé de ce voyage. Elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle cherchait à nous joindre pour remettre les choses en place. Et quoi, ils n'ont pas apprécié le voyage? Si, beaucoup, mais ils ont pris conscience après coup que ce n'était pas du tout grâce à toi. À vrai dire, ces derniers temps, tous ceux qui ont été un jour en contact avec toi me téléphonent ou m'arrêtent dans la rue pour me dire qu'ils se sont trompés à ton sujet. Ah, j'oubliais. Ce matin, Zahava qui t'avait pris pour l'homme de sa vie. Elle aussi. Mais elle était dingue de moi. Elle a compris qu'en réalité, tu la dégoûtais. Impossible. Elle a même fait une tentative de suicide au moment où je l'ai quittée. Figure-toi que quand je lui en ai reparlé, elle a éclaté de rire. En fait, mais elle ne s'en est rendue compte qu'après des années de thérapie, elle avait tout simplement fait un transfert sur toi. C'est à cause de quelqu'un d'autre qu'elle voulait se suicider et avait cru par erreur que c'était à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le monde entier n'a surestimé qu'une seule personne, et c'est moi. Quoi, je suis la seule et unique erreur dans tout l'univers? À ce qu'il semble. Bon, d'accord. Ils se sont tous trompés à mon sujet et ils ont tous changé d'avis, d'accord. Mais pourquoi ce besoin de le clamer sur tous les toits? On s'est trompé et alors? On ne peut pas laisser une erreur courir tranquillement. Tu as apparemment un point particulièrement douloureux, tu sais, le genre qui a là où ça fait mal. C'est terrible, terrible. Quand je pense que j'avais tout misé sur le fait que je n'étais pas n'importe qui. C'était une erreur. Ça va, pas la peine d'insister. Si, il faut que toi aussi tu saches que tu t'es trompé sur toi-même, comme les autres. Et si demain, une bombe atomique explosait et détruisait la Terre, eh bien, elle détruirait un monde convaincu de m'avoir célébré par erreur. Pas un monde qui me portait au nu. Effectivement. Et tous les gens partiraient en fumée avec la certitude de m'avoir célébré par erreur. Terrifiant. Des milliards de particules de certitude qui trimballeraient leur erreur pour l'éternité à travers le cosmos. Évidemment, puisqu'il s'agit d'une vérité éternelle. Tout frissonnant de douleur, le professeur Pshitsada lâcherait un râle d'agonie, porteur lui aussi de la certitude de m'avoir par erreur pris pour quelqu'un. Les lèvres du docteur Kurtz se contracteraient en un ultime spasme. Ainsi que celle de ton amoureuse Zahra. Un ultime spasme qui ne regretterait pas ce cher Rosenzweig dont nous estimions tous la profondeur et le discernement. Non! Dans son ultime spasme, il se désolerait en même temps de la bombe atomique et de son erreur à mon sujet. Sans oublier les 3 Japonais qui se désoleraient de la bombe atomique et de leur confusion
entre Rosenzweig et Liechtenstein. Un vrai cauchemar. Oui. Même les 3 Japonais. Non, pas ce soir, j'ai des aigreurs d'estomac. Tu as toujours des aigreurs d'estomac quand tu arrives devant ma porte. Et oui, mais ce soir, plus que d'habitude, je me demande si je suis pas en train de tomber malade. J'ai froid. De plus en plus froid, un espèce de frissonnement comme ça. Peut-être une grippe. Et je veux juste voir si tu as de la fièvre. Pas du tout. J'ai des hauts le cœur. Où est-ce que je peux aller vomir? Dans les toilettes, viens, je t'accompagne. Mais non, ça me gênerait de salir tes cabinets. Je pensais dans la rue, il y a un terrain vague là-bas. Mais ça ne me gêne pas du tout que tu vomisses chez moi. Je sais, mais j'ai trop honte. Je préfère dans la rue. Alors prends ma clé, je t'attends et viens dès que tu en auras fini. Non, il serait plus sage que je rentre chez moi pour me reposer. De quoi? D'avoir vomi. Et quand est-ce que je te reverrai? Quand je serai guéri, si je guéris un jour. Ce dont je doute. Tu m'aimes encore? Pourquoi pas? J'ai reçu une proposition officielle du gouvernement chinois. Devenir le chef d'état-major de leur armée. Étrange, non? Je dirais même que cela m'a laissé perplexe. Je ne comprends pas. Les Chinois font appel à moi. Au début, j'en ai ri. Comme tout le monde, je me suis dit... C'est une bonne farce. Peut-être même une caméra cachée. D'ailleurs, lorsque le ministre des Affaires étrangères chinois a débarqué avec toute sa cour, je l'ai tout de suite lancé. On se déguise, on a trouvé au dépôt de qui s'amuser. Mais les Chinois ne riaient pas du tout. Alors moi, tout à coup, j'ai fondu en larmes. Je pleurais sur mon sort, sur la mort de mon mari, sur ma solitude. Je pleurais à cause de la dureté de la vie, à cause de la chaleur, à cause de mon appartement et plus généralement à cause de tout. Les Chinois m'ont aussitôt embrassé et ont repris. Séchez vos larmes et acceptez de devenir notre chef d'état-major. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui, ils m'ont supplié comme ça. Mais moi j'ai continué. Que vous arrive-t-il? Quoi? Vous êtes tombé sur la tête là-bas dans votre Chine? Pourquoi moi? Comment pourrais-je? Je ne parle pas chinois, je ne comprends rien aux affaires militaires. Mon mari s'y connaissait un peu en politique. Aucun problème. Vous coupez les Chinois. Vous pouvez chasser tous les obstacles de votre esprit. En ce qui concerne la langue, nous mettrons des interprètes à votre disposition. Quant aux affaires militaires, vous aurez autant de conseillers que vous voudrez. La seule chose que nous attendons de vous, c'est que vous acceptiez de devenir notre chef d'état-major. Alors là, moi, je leur ai carrément demandé à quoi je servirais. Qu'est-ce que vous me trouvez? Ce que nous vous trouvons, M'ont répondu les Chinois. c'est que notre armée vous réclame, vous, et pas quelqu'un d'autre. Le pauvre soldat chinois couvert de boue et de poussière, la sentinelle qui monte la garde nuit après nuit, croit en vous. Ils vous suivront n'importe où. C'est vous qu'ils ont désigné. Voilà. J'ai ressenti. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Dommage que mon défunt mari n'était pas là pour entendre ça. Mais moi j'ai refusé. Pensez-vous que les Chinois ont laissé tomber? Pas du tout, ils ont continué. Pourquoi ce refus?
Nous vous donnerons des tas de choses, tout ce que vous voudrez. 10 000 $ par mois, en dollars, et une pension jusqu'à la fin de votre vie. Vous serez respecté, salué du matin au soir. Tout le monde vous obéira. J'ai pleuré de plus belle en entendant la somme de 10 000 $. Ma gorge s'est même nouée, comme à chaque fois qu'on me parle d'argent, que ce soit pour m'en donner ou pour m'en prendre. D'autant que là, il s'agissait de beaucoup d'argent, de beaucoup d'honneur et de respect. Je serais écoutée, aimée. Mais, et le béret, je leur ai demandé. Je devrais mettre un béret? On demandera à un grand couturier de vous confectionner un beau béret. Un béret rien que pour vous. Parce que nous, en Chine, on vous aime. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et moi, j'ai refondu en larmes. Franchement, qu'est-ce que l'armée chinoise a bien pu me trouver? Vous ne le savez pas. Vous ignorez donc à ce point qui vous êtes. Peut-être qu'ici, on vous considère comme une rien du tout. Mais là-bas, en Extrême-Orient, on ne parle que de vous. On ne pense qu'à vous. Là-bas, vous êtes une star. Vous êtes celle dont l'armée ne peut envisager de se passer. L'armée chinoise cherche une maman ou quoi? Que dire? Parce que les Chinois ne m'ont donné aucune explication. Ils se sont contentés de me réclamer, c'est tout. On m'aime en Chine. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on m'aime. Point. La vie est tout de même un peu étrange. Le monde est rempli de questions sans réponse. De choses incompréhensibles, imprévisibles. Oui. Et en plus, cette Chine dont l'ombre plane sur nos nuits pour nous plonger dans les affres de l'insomnie. J'en ai des palpitations. Et ils attendent une réponse. Je ne cesse d'y penser. À la Chine. Où va-t-elle? Et moi, où vais-je? Les gouffres s'ouvrent sous nos pieds et je pleure. Je pleure. Soldats et officiers de cette valeureuse division, mes frères d'armes héroïques, mes fils, mes pères, il y a 11 minutes, nous sommes partis dans un seul élan et comme un seul homme affronter l'ennemi. Nous nous sommes battus pour défendre notre patrie, notre souveraineté nationale, nos familles à l'arrière et nos vies à l'avant. Nous avons fait face à un ennemi supérieur en nombre, mais nous l'avons vaincu grâce à l'esprit combatif qui nous a animés. En 11 minutes, nous avons réussi à écraser, détruire, bombarder, atomiser, piétiner, réduire en bouillie, hacher, menu, pulvériser et anéantir notre ennemi. Certes, ce fut une rude bataille et nous en avons payé le prix. Beaucoup des nôtres ont versé leur sang. Mais lorsque nous avons vu la mort en face, nous l'avons regardé droit dans les yeux. Nous lui avons ri au nez, nous avons craché sur sa faucille, nous avons souillé tous les trous de son crâne si bien que même sa mère ne pourrait pas la reconnaître. Certes, le combat a fait rage, la lutte a été âpre et sans concession. Il y a 11 minutes, nous partîmes 500,
toute une division avec armes et renforts, et pas un seul de vous n'est revenu à bon port. Eh, pas un seul de vous n'en est revenu. Et me voici debout à parler devant un terrain vide. Vide. Soldats! Soldats. Soldats! Quand nous nous promenons, nous ne sommes pas deux mais trois. Toi, moi et la prochaine guerre, toi, moi et la prochaine guerre. Quand nous nous endormons, nous sommes aussi trois. Toi, moi et la prochaine guerre, toi, moi et la prochaine guerre. Toi, moi et la prochaine guerre qui ne va pas tarder. Toi, moi et la prochaine guerre qui nous donnera le repos mérité. Quand nous nous sourions dans le soleil couchant, souris avec nous la prochaine guerre. Quand nous attendons notre premier enfant, attends avec nous la prochaine guerre. Toi, moi et la prochaine guerre qui ne va pas tarder. Toi, moi et la prochaine guerre qui nous donnera le repos mérité. Quand on frappe à la porte, nous sommes encore trois. Toi, moi et la prochaine guerre, toi, moi et la prochaine guerre. Et quand tout est fini, nous sommes toujours trois. La prochaine guerre, toi et ma photo. Toi, moi, la prochaine guerre, 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 moi, la prochaine guerre, toi, la prochaine guerre. Excusez-moi.
Excusez-moi, madame la magicienne. Pourriez-vous m'excuser un instant, madame la magicienne? Vous voyez pas que je suis occupée? Pardon. Excusez-moi, Excusez-moi de... C'est à quel sujet? Au sujet de mon mari. Pardon? Mon mari. Il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de le scier. Exact. Madame attend quelque chose? Non, mais mon mari, Quoi, votre mari? vous l'avez coupé en deux. Et ça, vous l'avez déjà dit. C'est que il est toujours coupé. Oui. Où est le problème? Je voulais juste vous demander, je ne prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de le recoller? Pardon? Je veux dire, quand recollez-vous les deux morceaux de mon mari? Mais je ne recolle rien du tout, madame. Vous me prenez pour un menuisier? De rien. Tout de même, Quoi? mon mari, Quoi, votre mari? il l'est coupé en deux. Et madame doit le recoller. Pardon, le remettre comme il était avant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de le scier. Et il s'est porté volontaire et vous l'avez coupé en deux. Et maintenant, maintenant, on attend de voir le tour. Le tour? Mais je ne fais pas de tour, moi, madame. Je fais de la magie. Bien sûr. Et mon mari? Et quoi, votre mari? Il est coupé. Comment voulez-vous qu'il vive en deux morceaux séparés? Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? Si ce que vous dites est vrai, il me semble qu'il a surtout besoin d'un médecin. Hein? Quoi? Mais il doit bien y avoir un truc. C'est un tour avec un truc. Ne recommencez pas avec votre tour. Écoutez, moi j'estime poliment, ce n'est pas pour avoir une emmerdeuse sur le dos. Vous allez immédiatement me recoller mon mari. Premièrement, vous ne me criez pas dessus. Parce que si vous m'énervez, je peux vous transformer en lapin. Deuxièmement, en ce qui concerne votre mari, s'il est vraiment en deux morceaux, il y a l'évidence. Il est mort. Mort? Il a été scié en deux, non? Mais vous êtes magicienne. Et alors? Si mon mari en deux, ça moi aussi je peux le faire. Inutile, je l'ai déjà fait. Je me souviens de toi, Amen, Amen, sans grand regret ni terrible douleur. Passent les jours et passent les semaines, moins grands sont les regrets, moins terrible la douleur. Je pense à toi sans que coulent mes yeux, sans grand regret ni terrible douleur, oh, terrible douleur. Avec le temps, je vais de mieux en mieux. Moins grands sont les regrets, moins terrible la douleur. Sans grand regret ni terrible douleur, sans grand regret ni terrible douleur, sans grand regret ni terrible douleur,
Le temps enterre la peine avec celui qui meurt. Pardonne-moi de ne plus rien ressentir, ni grand regret, ni terrible douleur, terrible douleur. Je me prépare à mon deuil, à venir. Lui garde mes regrets, ma terrible douleur. Je t'oublie, je t'oublie. Amen, amen. Sans grand regret ni terrible douleur. Passe les jours et passe les semaines. Moi gros sont les regrets, moi terrible douleur. Sans grand regret ni terrible douleur, sans grand regret ni terrible douleur, sans grand regret ni terrible douleur, le temps enterre la peine avec celui qui meurt. Ni terrible douleur. Le temps enterre la peine avec le temps enterre la peine avec ce sans grand regret. Sans grand regret, Le temps enterre la peine avec ce sans grand regret, Le temps enterre la peine avec ce sans grand regret, Le temps enterre la peine avec ce sans grand regret. Sans grand regret ni terrible douleur. 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 Je suis ministre. Dans le gouvernement actuel, oui, je suis ministre. J'ai une grosse voiture avec un chauffeur et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Vous me semblez sceptique. Je sais que j'ai pas vraiment l'air d'un ministre, que je ressemble au premier imbécile venu. Mais c'est ça qui me plaît. Justement. S'il y a bien une chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi con que toi. Que toi. Oh, que lui. Alors qu'en vrai, je suis ministre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est me balader dans la rue dès que j'ai un peu de temps libre, me mêler à la foule et surprendre les regards désolés ou méprisants que les gens me lancent. Ouais. Tous ces gens qui ne savent pas que j'ai une grosse voiture avec un chauffeur basané et que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. À chaque fois, un frisson de plaisir me court le plus long de la colonne vertébrale. Je me marre intérieurement et je me dis, attendez, attendez de savoir qui je suis. Qui je suis. Et j'aime voir leur gueule au moment où ils l'apprennent. Tenez, regardez ce type là. Moi, je suis là.
avec mon air de con. Il me prend pour un plouc. Il me prend pour la plouc des ploucs. Il me prend carrément pour un débile. Il ne sait pas qui je suis. Qui je suis. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous sauriez qui je suis? Franchement, non. Mais avec une tranche pareille, ce que vous devriez faire, c'est ministre. Le type là-bas, je trouve pas qu'il est bizarre. Ouais, il a pas l'air net. Et t'as vu comment il est sapé? Ouais, il porte une robe. C'est pas net un type qui porte une robe. Ah, et t'as vu? On dirait des chaussures de dame. Ouais, et ses coiffures. Regarde-moi ses cheveux longs. C'est pas net tout ça. Faut aller voir plus près. J'y vais. Bisous. Excusez-moi, vos papiers, s'il vous plaît. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas il. C'est elle. Maintenant, je comprends. au-dessus de ma tombe. Vieux fatigué solitaire, que tu verras mon corps se recouvrir de terre. Toi en haut, papa, et moi dans la pénombre. Et moi dans la pénombre. N'essaye pas de prendre une posture inspirée, vieux fatigué, solitaire. Profite bien, papa, de notre ultime chair à chair.
Bientôt tu tu n'auras n'auras plus que tes yeux pour pleurer. tes yeux pour pleurer, que tes yeux pour pleurer. Retiens pas tes larmes, oublie la dignité, ne joue pas les vainqueurs. Demande-toi plutôt, papa, si c'est à ton honneur d'avoir soudain un fils étendu à tes pieds, d'avoir soudain un fils étendu à tes pieds. Étendu à tes pieds. Ne parle surtout pas de ton grand sacrifice. Le sacrifice, c'est moi, seul qui l'ai fait. Garde tes grands mots, papa, ils seront sans effet. Je n'entendrai plus rien au fond du précipice. Je n'entendrai plus rien au fond du précipice, au fond du précipice. Cher papa, cher papa, quand tu seras debout au-dessus de ma tombe, de ma tombe, vieux, fatigué, solitaire, que tu verras mon corps se recouvrir de terre. Papa, demande-moi pardon.